vous avez été le premier à alerter en France sur le problème des gaz de schiste en 2010. Qu'est-ce que vous pouvez en dire maintenant avec le recul? Et j'ai une deuxième question. Vous avez été récemment sur le site des opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qu'on appelle la ZAD, la zone à défendre. Je pense que quand vous parlez de zone d'expérimentation nouvelle, vous y pensiez peut-être, vous faisiez allusion. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous en dire? Bon, je suis ça d'assez près et j'ai l'impression que c'est vraiment un lieu où il se passe des choses quoi, en France actuellement, même si les médias en parlent assez peu ou parfois mal. C'est quand même un lieu intéressant et vraiment d'expérimentation. Merci. Je vais essayer d'être rapide, mais sur ces deux questions qui me tiennent à cœur. Les gaz de schiste, en deux mots, moi rien ne m'a fait... Enfin, en revanche, plus exactement, j'ai alerté effectivement en 2010 sur l'irruption de ces gaz de schiste, c'était nouveau en France, et c'est ensuite rentré largement dans le débat. Depuis, toutes les enquêtes et reportages que j'ai pu faire ne me font pas changer, plutôt m'ont amené à l'idée, parce qu'au début je ne savais pas très bien, il fallait d'abord voir de quoi il retournait pour se forger une opinion. J'en suis arrivé à l'idée que l'exploitation du gaz de schiste serait quelque chose de très négatif, et aux États-Unis quelque chose de très négatif. Très négatif, on le sait, parce que c'est un prix environnemental extrêmement important, et qui n'est pas seulement en ce qui concerne la pollution des nappes phréatiques et les produits chimiques qui sont injectés dans le sol et ailleurs, mais aussi le fait que c'est un impact sur les campagnes tout à fait stupéfiant. Et là, j'ai eu l'occasion de découvrir en allant aux confins de l'État du New York et de Pennsylvanie, un endroit que je ne connaissais pas du tout, où j'ai été à l'occasion d'un reportage, qui sont des campagnes vraiment très belles, des lignes très douces, des très belles campagnes, et où l'exploitation du gaz de schiste qui se fait de manière importante dans certains endroits, impose ou implique le fait qu'il y a partout de kilomètres, enfin tous les 5 kilomètres, plusieurs hectares bétonnés avec des crues. Il faut aussi des stations de compression de gaz ici et là, il faut aussi un réseau de gazoducs entraîné. Et donc en fait, la mise en œuvre du gaz de schiste implique un quadrillage, en fait, une industrialisation de la campagne. Et je pense que les campagnes font partie de ces ressources écologiques dont on parlait. Donc il faut maintenant être très économe. La deuxième chose, c'est qu'il y a une pollution importante des gaz de schiste, qui est encore peu connue, mais qui a un caractère très important, qui est que, manifestement, un certain nombre d'études scientifiques nous indiquent que la production de gaz de schiste émet des quantités importantes de méthane, et le méthane, comme vous le savez, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc le bilan climatique du gaz de schiste me paraît très discutable. Et puis la troisième chose, c'est une considération plus générale, c'est puisqu'il faut changer de régime de consommation matérielle et de consommation énergétique, et bien à un moment donné, il faut dire stop. Donc moi, le gaz de schiste me paraît pour les États-Unis et peut-être pour d'autres pays, le dernier paquet de cigarettes de celui qui se dit qu'il a arrêté de fumer, mais dans une semaine, là je fais encore une semaine, mais dans une semaine j'arrête. On en est là. Donc je pense que ça serait exploiter le gaz de schiste nous retarderait dans la politique qui est absolument indispensable et qu'il faut mener, qui est d'engager des politiques d'économie d'énergie. Sur Notre-Dame-des-Landes, c'est un sujet effectivement tout à fait passionnant, j'y suis retourné, on le suit beaucoup sur reporter.net, et d'ailleurs les médias qui appartiennent à des milliardaires et n'aiment pas parler de Notre-Dame-des-Landes parce que ça les dérange beaucoup. Je ne vais pas raconter tout Notre-Dame-des-Landes que vous connaissez bien, mais effectivement dire que c'est un lieu très intéressant aussi sur le plan humain, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a ces jeunes dont on parlait, qui expérimentent des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes aussi de discussion politique, de décision démocratique. Donc là, il y a quelque chose de passionnant qui se joue. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la lutte, c'est qu'il y a une union qui n'est pas facile à faire, qui est une union de raison, parfois plus que de cœur, mais qui permet le succès. C'est l'alliance ou l'union entre ces jeunes, on pourrait qualifier de culture anarchiste, où ils n'aiment pas les définitions, mais qui pratiquent d'autres types de rapports politiques et de rapports à leur environnement, et des opposants historiques
usant de méthodes plus traditionnelles, associatives, de recours juridiques, de manifestations, appuyés d'ailleurs eux aussi sur beaucoup d'expertise, de courage, de ténacité. Et c'est l'union de ces deux forces qui a permis de mettre en échec, pour l'instant, la bataille n'est pas encore gagnée, a permis de mettre en échec l'entreprise policière d'intervention d'un gouvernement, ouvrez les guillemets, de gauche, fermez les guillemets. Voilà. Donc ça, c'est un autre aspect qui me paraît très important, parce que dans l'époque dans laquelle nous sommes, il faut qu'on arrive, ceux qui partagent le type d'idées dont on parle maintenant, à unir nos forces malgré nos différences. Et je crois que de ce point de vue-là, ce qui est en train de se jouer à Notre-Dame-des-Landes est très important, parce que me semble-t-il, tous ceux qui participent à cette lutte comprennent que ce qui fait leur force, c'est de rester unis malgré tout ce qui pourrait les diviser. Et là, il y a quelque chose d'important qui se joue sur ce plan. Le chemin vers cette société écologique et sobre, économe de ses ressources, et celui aussi de la liberté et de la démocratie. D'où l'importance, par exemple, des rapports politiques dont on parlait à l'occasion de la ZAD et de la recherche de nouvelles formes politiques. L'ensemble des luttes qui se déroulent et qui sont, très concrètement, des solutions en train d'être mises en œuvre. C'est-à-dire que dans l'ébranlement du printemps arabe, dans ce qui s'est passé au Chili, dans le printemps érable au Québec l'année dernière, dans des batailles qui ont lieu, on évoquait les batailles paysannes en Inde ou les luttes des ouvriers au Bangladesh, dans ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, on sent que les sociétés bouillonnent, on sent que ça bouge, et ça n'est pas un quelconque orateur qui va donner la solution. Je dirais que la société est en train de trouver la solution. Voilà, mais on peut penser que c'est utopique. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les choses bougent. Dans le monde qui bouge, et dans le fait qu'il y a cette conscience commune qui s'imprègne, il y a ces mouvements qui se produisent, et après tout, on pourrait faire confiance, non pas à ceux du haut, à des gourous, ou à des grands idéologues comme Marx, ne prendre qu'un exemple, ou des grands prêtres comme je ne sais qui, mais que précisément, c'est la société qui change. Et peut-être un aspect des choses importants est celui de la communauté. C'est pour ça que le thème de la relocalisation dans le mouvement écologiste en ce moment est extrêmement important. Une autre chose encore, c'est que ce qui est intéressant, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, dans la démarche politique qui est engagée, c'est qu'il n'y a pas de leader et donc de personne qui aurait la solution pour tout le monde. Et donc, d'une certaine manière, je n'ai pas la solution et il ne faut pas que je l'aie. Parce que les solutions, il faut qu'on les trouve ensemble, c'est précisément la condition de la liberté. Qu'on arrive ensemble à trouver les voies qui nous permettront d'éviter les deux périls que vous avez très bien signalés, celui de l'oligarchie dans lequel on est, ou celui du collectivisme, qui est effectivement une forme possible d'issue du système. En fait, il y a beaucoup d'emplois à créer dans l'agriculture. Et il y a un nombre de plus en plus grand de gens qui veulent s'installer, de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, parce qu'après tout, d'abord c'est un des savoir-faire tout à fait intéressant et important quand on s'engage dans des formes d'agriculture biologique et écologique, et puis qu'après tout, entre être chômeur, être usine employé ou exploité et être chez lui dans un rapport à la terre et à une activité productive, il y a des choses intéressantes. Donc ça c'est un premier domaine. Un deuxième domaine, non, je vous réponds parce que c'est important, il faut le dire de manière globale parce que... Je ne saurais que recommander l'association Terre de Liens et voilà. recommander aux gens de participer à Terre de Liens. Voilà, c'est une association qui cherche à racheter des terres pour permettre à des jeunes, des moins jeunes paysans de s'installer, puisque un des problèmes de l'installation agricole n'est pas que les gens ne veulent plus être agriculteurs, au contraire, mais simplement la spéculation foncière et le coût du foncier sont tels qu'il est impossible de réunir les capitaux permettant de louer ou d'acheter des terres. Terre de Liens, par exemple, travaille dans ce domaine. Sortir du matérialisme, sortir des faux désirs que nous propose sans arrêt la société de publicité, la société de consommation, va permettre de dire aussi est-ce que les humains ne peuvent pas trouver d'autres modes d'épanouissement, et ces modes d'épanouissement, c'est le travail de l'esprit en fait. Je crois que
voilà, vous voyez, on tourne autour de ce mot spiritualité. On se comprend bien, c'est ça que je veux dire. Le travail de l'esprit. Le travail de l'esprit, ça peut être aussi l'art, c'est la poésie, c'est le fait d'être ensemble et d'avoir une belle discussion, c'est le fait d'être en contemplation, par une balade, par n'importe quoi. Voilà, c'est cette dimension-là que je veux simplement évoquer.